L'esprit de l'escalier, une émission d'Elisabeth Lévy avec Alain Finkielkraut, un partenariat RCJ Causeur. Bonjour à tous, bonjour Alain Finkielkraut. Bonjour. Ils ont osé et la foudre n'est pas tombée sur l'Angleterre. En dépit des menaces, des accusations de xénophobie et du chantage apocalyptique sur le mode « si tu sors, tu meurs », 52% des Britanniques ont voté oui au Brexit. À moins d'une manœuvre dont rêvent d'ailleurs certains partisans britanniques du Remain et pas mal de commentateurs français, le Royaume-Uni sera donc le premier État à quitter l'Union européenne, prouvant ainsi que, contrairement à ce qu'affirment les gouvernants depuis 30 ans, l'intégration européenne n'est pas nécessairement une voie sans retour. Tandis que les sujets de Sa Majesté découvrent l'ampleur et peut-être les risques du changement qu'ils ont décidé, les dirigeants du noyau dur de l'Union s'affairent à éviter que des envies de grand large viennent à d'autres pays. En France, certains dénoncent une victoire du populisme et d'autres se réjouissent de voir la politique reprendre ses droits. Sans doute, Alain Finkielkraut, échapperez-vous à ce choix binaire et nombre de lecteurs de Causeur espèrent d'ailleurs que vous me ramènerez à la raison. Il ne vous a sans doute pas échappé en revanche que le vote britannique s'est largement joué sur la question migratoire et qu'il a une fois encore révélé la fracture entre ceux qui jouent dans la cour de la mondialisation et les laissés pour compte. Cette fois, les gagnants ont perdu, si on peut dire, à la loyale, mais la fracture demeure, là-bas comme ici. Peut-être d'ailleurs, nous direz-vous un mot en fin d'émission de la situation sociale en France et de la manif statique qui bouge de mardi. Mais commençons bien sûr par le Brexit. Pour une fois, ce n'est peut-être pas à tort, Alain Finkielkraut, qu'on a convoqué l'histoire. Alors, quel a été votre sentiment en apprenant la nouvelle? Et si c'est l'histoire, est-ce que nos dirigeants sont à la hauteur de cette histoire? J'ai ressenti comme un vertige vendredi matin quand j'ai appris la victoire du Brexit. La victoire du oui, en fait. Sondage, les derniers sondages donnaient le Remain gagnant. Et je suis toujours incapable de dire si les Britanniques ont pris une bonne décision pour eux et pour nous en décidant démocratiquement de quitter l'Union européenne. Mais je ne partage pas la tristesse mêlée de colère de Martin Schulz et de Jean-Claude Juncker. Je me réjouis même, ce n'est pas une joie mauvaise, de les voir si abattus, si déconfits, si mécontents. Puis-je ajouter Jean Quatremer à votre liste? Si vous voulez. Et parce que je pense que les eurocrates ne l'ont pas volé. Ils se sont acharnés à faire de l'Union européenne le cheval de Troie de la déseuropéanisation. Ces politiciens et ces fonctionnaires ne se vivent pas comme les dépositaires d'une grande civilisation, mais comme les héritiers et les administrateurs, si j'ose dire, les administrateurs du plus jamais ça. Plus jamais la guerre, plus jamais le racisme hitlérien ni colonial, pour éviter le retour des discours et des comportements maléfiques. Ils emploient donc les grands moyens. Ils refusent d'incarner l'Europe par son histoire, ses paysages, ses monuments, ses villes, ses cafés, ses œuvres, une forme de vie, un mode de présence sur Terre, car ce serait tracer une ligne de partage entre un dedans et un dehors, un nous et un eux. Ils ne veulent pas mettre le doigt dans cet engrenage fatal, ils effacent donc le passé, ils s'offensent, comme Pierre Moscovici, tout récemment encore, quand on parle des racines chrétiennes de l'Europe. Le plus jamais ça exige que l'Europe ne soit rien de concret, qu'elle n'affirme que des valeurs, qu'elle ne se définisse que par des droits et des procédures, afin de pouvoir, sans discrimination, s'ouvrir à tous et à tout. Alors, il n'est d'ailleurs pas impossible, Alain Finkielkraut, que cet état d'esprit ait suscité en réaction un camp où l'on ne voit plus que des racines, un présent et un avenir chrétien. Mais c'est un autre sujet. Permettez-moi juste une petite interruption. J'ai pensé à Philippe Muret ces jours-ci. Et est-ce qu'il n'y a pas une autre raison de se réjouir, sans encore parler des conséquences, hein, en essayant de ne pas avoir de joie mauvaise? Je suis peut-être moins forte que vous sur ce plan-là. Simplement du fait que
on nous disait que c'était un avenir écrit, que l'histoire était en quelque sorte terminée puisqu'elle était écrite d'avance, et il y a un grain de sable dans la machine. Oui, c'est-à-dire peut-être quelque chose qui ressemble à la politique ou à l'histoire. Je pense que vous avez raison. L'Europe était un projet, c'est devenu un processus, un train dont on ne sait pas très bien où il va, et tout d'un coup, un peuple a décidé d'en descendre. Car l'Europe avait, en quelque sorte, le visage de l'inexorable, de l'irréversible, voilà, de la fatalité. Vous avez raison, et je crois que c'est un des sens, une des significations que nous pouvons donner à ce vote. Simplement, je voudrais, si vous voulez, poursuivre mon raisonnement sur ce qu'était le projet européen lui-même, car, et là je voudrais citer le sociologue allemand Ulrich Beck, il dit « L'Europe cosmopolitique a été consciemment conçue et construite au lendemain de la Seconde Guerre mondiale comme l'antithèse de l'Europe nationaliste et des dévastations tant morales que physique dont celle-ci avait été grosse. C'était un projet donc né de la résistance et qui appelait l'Europe à fuir éperdument le spécifique, l'enracinement, l'héritage, l'appartenance. Beck dit « Il n'est donc pas accidentel que l'européanité reçoive une définition procédurale, et il a cette formule tout à fait extraordinaire. L'envers de cette vacuité substantielle est la tolérance radicale, l'ouverture radicale. Tel est le secret de l'Europe. Vous ne parlez pas autrement, me semble-t-il. Simplement, vous n'accordez pas le même coefficient, je pense. Oui, alors, mais je dois dire que j'aurais peut-être, si vous voulez, partagé le même sentiment si je n'avais eu la chance de rencontrer sur mon chemin les écrivains d'Europe centrale, Czesław Miłosz, Kazimierz Brandis et surtout Milan Kundera. Ce sont eux qui ont fait de moi un Européen face au communisme russe. Ils ne défendaient pas seulement la démocratie et les droits de l'homme, ils défendaient aussi une civilisation. L'Europe était leur identité. Le mot identité apparaît à plusieurs reprises dans un article de Kundera auquel je me réfère très souvent, peut-être trop aux yeux de certains, sur un Occident kidnappé, la tragédie de l'Europe centrale. L'Europe était leur identité et ils m'ont ainsi réveillé de mon universalisme facile. Ils m'ont fait comprendre que le passé de l'Europe ne se réduisait pas à ces crimes. Et plus je me découvrais européen, plus je me sentais mal à l'aise dans l'Union européenne. Et d'ailleurs, vous avez fait, je rappelle pour ceux qui l'ignorent, bon, ça c'est une phrase idiote, donc je rappelle que vous avez fait une revue qui s'appelait Le Messager européen, et dans laquelle exactement. Vous avez d'ailleurs accueilli nombre d'écrivains d'Europe centrale. Oui, et d'ailleurs, c'était le grand moment antitotalitaire de... C'était une manière pour moi de payer ma dette à leur égard. Et c'est aussi la raison pour laquelle je ne suis pas d'accord du tout avec Bernard-Henri Lévy, qui, dans un article aussi brillant que véhément, publié par Le Monde du week-end, écrit que le Brexit est la victoire du souverainisme le plus rance, du nationalisme le plus bête et de l'Angleterre moisie sur l'Angleterre ouverte. Effectivement, je ne vois pas les choses ainsi. Et si je ne les vois pas ainsi, c'est parce que, notamment, j'ai vu autre chose. J'ai vu, à la veille du référendum, dans l'émission de Vincent Hervouette, Ainsi va le monde, un reportage... Sur LCI ? Oui, si sur la ville, de la pub, il faut bien sur la ville de Peterborough, en Angleterre. Et le journaliste a lancé son sujet en disant « La ville qui vote à une grande majorité pour la sortie de l'Union européenne connaît un petit remplacement. » Et on découvrait des rues commerçantes avec des magasins afghans, pakistanais, polonais. Les habitants disaient que les Britanniques étaient désormais minoritaires et l'on apprenait qu'il n'y avait plus qu'un seul pub dans toute la ville. Et j'ai pris conscience, en regardant ces images, de
de la nouvelle grande division, vous y avez fait allusion tout à l'heure, des sociétés européennes. Elles se partagent désormais entre les planétaires et les sédentaires, les globaux et les locaux, les hors-sol et les autochtones. Alors, ce qui est tout de même frappant en Angleterre, si vous voulez, c'est que ceux qui sont enracinés, disons ceux qui n'ont pas accès disons, à tous les bienfaits de la mondialisation, sont très libéraux en Angleterre. Il y a une grande différence avec la France. Le souverainisme est assez libéral en Angleterre, ou une partie d'entre lui. Il n'est pas étatiste. C'est en effet, si vous voulez, l'un des paradoxes de ce vote, parce que il règne en Europe un dogme qui est celui de la concurrence libre et non faussée. Oui. Ce dogme, si vous voulez, la classe dirigeante, la classe européenne, l'applique avec d'autant plus de zèle qu'il permet d'humilier les nations. Alors même qu'aujourd'hui, un peu de protectionnisme se révélerait efficace et même nécessaire. Et les Anglais sont en Europe ceux qui ont le plus fermement milité pour cette concurrence généralisée. Mmh. C'est l'un des paradoxes de ce Brexit. Il n'empêche qu'il faut quand même réfléchir à cette division des sociétés européennes. Les planétaires sont non seulement mieux lotis économiquement, mais ils se croient politiquement et moralement supérieurs. Ils traitent les autochtones de ploucs, voire de salauds. Ils soulignent élégamment leur âge avancé et ils font tomber sur eux le triple diagnostic d'europhobie, de xénophobie et de passéisme, alors même que ce qu'ils leur opposent, c'est un cosmopolisme de galerie marchande et en guise de déracinement, une complète absorption dans les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Mais là, je voulais vous raconter qu'hier, quelqu'un, justement, un de ces planétaires, quelqu'un de très distingué, m'a dit très sérieusement, mais le peuple, ce sont des cons, il y a des gens qui ne devraient pas avoir le droit de vote. Alors, oui, voilà. J'ai vu aussi, si vous voulez, se déployer si vous voulez, une hostilité obscène aux vieux. Car les jeunes sont mieux connectés que les vieux, ce qui a conduit une journaliste du Monde, Hélène Becmessian, à écrire ces 2 tweets successifs. Le droit de vote, c'est comme le permis. Franchement, au bout d'un certain âge, on devrait le retirer. Et incroyable. Les vieux qui votent pour le Brexit, ça me rappelle les retraités qui avaient voté pour Sarkozy et sont travaillés plus pour gagner plus. Et François Fillon lui-même a déclaré ce matin que les jeunes auraient dû disposer de 2 voix. C'est là Fillon a dit cela ce matin. Oui, il a dit cela ce matin, je crois, au club, enfin à l'équivalent européen du club de la presse. Mais voilà, il faut tout de même, il y a tout de même une réponse. C'est que ce qui est marrant, c'est que ce sont les jeunes qui ont choisi le statu quo, si vous voulez, et les vieux qui ont choisi l'aventure dans cette affaire. Oui. C'est en plus. Mais surtout, si vous voulez, il faut quand même à un moment donné redescendre sur terre. Hein? La terre que, justement, ces habitants du virtuel ont oublié. Les pubs, j'en reviens aux pubs. Les pubs font partie intégrante de la civilisation européenne. Ils sont la version anglaise du café. Ceux qui refusent la transformation de l'Angleterre ne sont pas anti-européens. Ils veulent juste que l'Angleterre reste l'Angleterre et que l'Europe reste l'Europe. Alors, à vrai dire, ceux qui ont voté pour le Remain ne sont pas non plus, pour beaucoup d'entre eux, des adorateurs ou des admirateurs de l'Union européenne. Non, ils ne sont pas des admirateurs de l'Union européenne, mais j'en ai entendu un qui expliquait que son vote n'avait rien à voir avec un désaveu de l'Europe. Il a dit qu'il aimait la France et qu'il se sentait profondément européen. La question est de savoir si l'Union européenne perpétue
la grande aventure du vieux continent, ou si au contraire, si vous voulez, elle y met fin, et il me semble qu'elle procède aujourd'hui, je l'ai dit tout à l'heure, à une sorte de déseuropéanisation de l'Europe elle-même. Mais est-ce que cette grande notamment aventure, à travers sa politique migratoire. Est-ce que cette grande aventure, Alain Finkielkraut, qui est une grande aventure intellectuelle, culturelle, est-ce que cette grande aventure devrait avoir une forme institutionnelle autre, alors, puisque dans le fond... Si vous n'est pas seulement une aventure culturelle, hein, si vous voulez. Je crois personnellement que face aux défis économiques, politiques et civilisationnels qui sont ceux du siècle à venir, ou du siècle qui vient, ou du siècle dans lequel nous sommes, eh bien... l'Europe, une Europe unie et forte, serait mieux armée qu'une Europe disloquée, donc faible. Et je crois d'ailleurs que Vladimir Poutine souhaite absolument une Europe faible. Donc ce que j'espère, sans forcément trop y croire, c'est que ce vote anglais donnera lieu dans le reste de l'Europe à un sursaut. Et d'ailleurs... Ça n'est pas impossible. Ça n'est pas impossible. C'est d'ailleurs ce que semblait indiquer François Fillon lui-même dans un article publié également par Le Monde, parce qu'il disait qu'il fallait absolument en finir avec cette espèce de fédéralisme administratif qui faisait que Bruxelles bénéficiait d'une sorte de compétence générale lui permettant d'intervenir à peu près dans tous les domaines en cherchant des normes communes imposées de manière uniforme aux 28 États membres. Donc il me semble... Oui, 27 aujourd'hui. Donc, il me semble que c'est dans ce sens-là qu'il faudrait aller aujourd'hui en Europe. Oui, sans doute, mais j'aimerais tout de même qu'on revienne un instant, parce que l'heure tourne, sur le fait que la question migratoire a été déterminante, et on a entendu, il est vrai, si vous voulez, des choses aussi déplaisantes dans cette campagne. Comment entendre, si vous voulez, les peuples d'Europe sur cette question. Et d'ailleurs, les éditorialistes, même celui du Monde aujourd'hui, ne disent pas les salauds, ils ont mal voté, il faut les punir. Ils disent, il faut peut-être écouter maintenant ce que disent les peuples. Comment, comment séparer une fois pour toutes cette question migratoire du racisme, de la xénophobie, de la haine des étrangers, comment la séparer dans les faits aussi? Je crois que l'immigration, vous avez raison, a été un thème central de la campagne britannique, et que ce serait le cas dans tous les pays européens qui choisiraient la voie du référendum. L'Union européenne a voulu combiner la morale humanitaire et l'intérêt économique. Elle a pratiqué, si vous voulez, une sorte d'angélisme hyper matérialiste. Puisque nos pays se dépeuplent et vieillissent, elle a cru qu'il suffisait d'importer les enfants et les travailleurs qu'ils n'ont plus. Mais, et on a déjà eu l'occasion de le dire souvent à cette émission, Elisabeth, les hommes ne sont pas interchangeables. Il y a des mondes, il y a des civilisations. L'autarcie n'est certes pas la solution. Les frontières ne doivent pas devenir hermétiques. Il reste que, comme l'a écrit un grand philosophe de gauche américain, Michael Walzer, abattre les murs de l'État, ce n'est pas créer un monde sans murs, c'est créer un millier de petites forteresses. Et nous voyons les sociétés européennes se fragmenter en communautés hostiles. Alors, en Angleterre, la question se pose à travers la libre circulation des personnes à l'intérieur de l'espace européen, puisque l'Angleterre n'a pas signé les accords de Schengen. Mais enfin, elle a les plombiers polonais. Oui, fait, justement, c'est le problème qui ne pose pas tout à fait les mêmes problèmes que l'immigration arabo-musulmane. Mais dans tous les cas, il faut savoir... Pour justement accueillir les gens, pour faire preuve d'hospitalité, il faut savoir respecter les proportions, mais cela, l'Union européenne
justement, à la fois angélique et matérialiste, ne l'a pas voulu, et c'est ce qui explique la défiance des peuples. Alors vous avez d'ailleurs ici même longuement analysé la politique d'Angela Merkel, et sans doute cette politique est-elle déterminante bien sûr, je pense. Par rapport aux réfugiés, est-elle déterminante dans le vote qui est... Bien entendu, nous vivons les conséquences du grand geste allemand. Alors, cette défiance des sociétés européennes peut évidemment virer au racisme et à la xénophobie. Bien sûr, donc il ne s'agit pas de relâcher la vigilance, et il s'est dit des choses dans cette campagne anglaise qui sont assez détestables. Il n'en reste pas moins que le fait de vouloir être majoritaire dans son propre pays ne relève pas de l'égoïsme, c'est une aspiration absolument légitime qu'il est absurde de vouloir criminaliser. D'ailleurs, par rapport à ce que vous disiez sur la vigilance, toutes les polices européennes, en tous les cas françaises aujourd'hui, redoutent non pas seulement un nouvel attentat islamiste, mais un contre-attentat qui, disent-ils, aurait des conséquences tout à fait dévastatrices, un attentat contre une mosquée ou ce genre. Tout est possible, en effet. Ou ce genre de choses. Mais j'aimerais quand même avoir votre sentiment sur le terme de populisme, puisqu'on nous dit, on met dans le même sac d'ailleurs toutes sortes de partis, de Geert Wilders qui est très libéral, le Front National qui est plutôt colbertiste, UKIP de Farage, les Autrichiens du FPE. D'abord, est-ce que ce qualificatif de populisme vous convient ? Alors, et est-ce que c'est un danger ? Ce qualificatif ne me convient pas. De même, si vous voulez, je n'aime pas parler de politisme, et je n'aime pas parler d'un autre côté, d'élite mondialisée, pour qualifier ceux qui dénoncent le populisme. Mais vous avez parlé des planétaires tout à l'heure. Oui, mais justement, je ne suis pas anti-élitiste. L'idée poujadiste que le poisson pourri par la tête m'est aussi étrangère que le ressentiment égalitariste contre tout ce qui dépasse, c'est la raison pour laquelle je n'emploie pas le noble mot d'élite pour justement tous ces planétaires, ces communicants, ces professionnels de la vidéosphère, ces traders, ces manipulateurs de symboles qui, aujourd'hui, nous font la leçon. Leur privilège, si vous voulez, ils sont les mieux lotis, mais rien dans leur comportement ne relève de ce que Pascal appelait les grandeurs de l'esprit. Oui, enfin, d'accord, c'est un peu facile. Vous ne les appelez pas élites, mais parce que vous ne voulez pas être anti-élitiste, mais enfin vous les dénoncez. Je les dénonce. Vous avez invoqué Marc Bloch la semaine dernière à meilleur escient, à mon avis, que Bernard-Henri Lévy. Et c'est bien, il s'agit quand même tout de même bien, chez Marc Bloch, d'un constat, d'une analyse de la faillite des élites. Oui, mais là, j'ai l'impression, si vous voulez, que si vous voulez, ils font défaut à l'élite elle-même. Quand vous voyez, si vous voulez, les membres de ces soi-disant élites s'acharner contre les vieux et se prosterner devant la jeunesse, quand je vois cela, c'est une raison supplémentaire pour moi de ne pas leur accorder ce nom. Et j'ajoute que parler de populisme à chaque fois que le peuple prend une autre direction que celle que l'on souhaite, cela me rappelle ce poème de Brecht que j'ai souvent cité, mais je voudrais le lire dans son intégralité. Ah, c'est cela que vous, depuis tout à l'heure, je vous demande quel est ce livre. Dit Losung, La solution. Après l'insurrection du 17 juin, c'était 1952 ou 1953, je crois, première insurrection ouvrière et populaire dans un pays de l'Est, à Berlin. Après l'insurrection du 17 juin, le secrétaire de l'Union des écrivains fit distribuer des tracts dans la Staline Allée. Le peuple, y disait-on, a par sa faute perdu la confiance du gouvernement, et ce n'est qu'en redoublant d'efforts qu'il peut la regagner. Ne serait-il pas plus simple alors pour le gouvernement de dissoudre le peuple et d'en élire un autre ? C'est exactement ce qui se passe. Il y a toute une partie des classes dominantes, des classes dirigeantes,
et des communicants et des planétaires qui veulent aujourd'hui dissoudre le peuple et qui réclament d'ailleurs la tenue d'un nouveau référendum. Le peuple s'est trompé, le peuple a été trompé, il faut absolument le remettre dans le droit chemin. Oui. Malheureusement, on me fait des signes derrière la vitre et je dois donc ravaler toutes les nombreuses questions que j'avais encore à vous poser, Alain Finkielkraut. Alors dites-moi tout de même, il y a aussi, nous avons des référendums, il y en a un aujourd'hui en Loire-Atlantique. Que voteriez-vous sur l'aéroport Notre-Dame-des-Landes si vous étiez habitant de Loire-Atlantique ? Même si je n'ai aucune sympathie pour les zadistes, je voterai non au nouvel aéroport, car je crois il importe par-dessus tout aujourd'hui de ménager la terre, et j'aurais voté également, si j'étais parlementaire, pour l'interdiction immédiate des pesticides tueurs d'abeilles, alors que celle-ci a été reportée à 2018 et avec des dérogations pour 2022. Ce sont des sujets essentiels dont l'opinion n'est pas saisie, car elle est accaparée par la loi El Khomri. C'est toujours, alors que la terre meurt, business as usual, entertainment as usual, CGT as usual. Heureusement que vous n'êtes jamais as usual, cher Alain Finkielkraut, et que vous me surprenez chaque semaine. Merci donc. L'actualité ne prendra pas de vacances, mais nous en prendrons. Mais il nous reste encore 1 ou 2 émissions. D'ici dimanche prochain, on peut réécouter celle-ci sur causeur.fr et radio-rcj.info. Et on peut également vous lire dans Causeur, qui est disponible en kiosque. Bonne semaine à vous, cher Alain Finkielkraut, et à vous tous, chers auditeurs.